Bonjour, dans cette vidéo, ce qu'on va faire, c'est présenter le corrigé de l'exercice 3 du TD et je vais présenter uniquement quelques questions, celles qui me paraissent les plus pertinentes pour l'exercice 4. Alors pourquoi ce choix-là? Parce que l'exercice 3, le cycle Baudrochat, c'est un exercice qui est classique. Allons-y. Donc le moteur d'une automobile décrit le cycle réversible de Baudrochat, OK. Toutes les transformations sont supposées quasi statiques. Ça va nous être utile. OK. Transformations A, B, C, D sont adiabatiques réversibles. On note A, le taux de compression, et on nous donne gamma, bon ça c'est classique, le rapport CP sur CV. Ici on voit le cycle qui va être décrit par le fluide. Alors vous voyez ici que ce cycle est décrit dans le sens, horaire, dans le sens des aiguilles d'une montre, ce qui est bien en accord avec un travail qui va être moteur, avec le cycle, avec le travail d'un cycle moteur. Première question, déterminer les expressions des transferts thermiques QBC et QDA en fonction des différentes températures, ainsi que la capacité thermique à volume constant du système gazeux. Quels sont les signes de QBC et QDA? OK, allons-y. Alors pour ceci, on va utiliser, bien sûr les caractéristiques des différentes transformations. Donc puisque BC est une transformation isochore, alors le travail des forces de pression est nul, parce que W c'est l'intégrale de moins Px dV, et donc si le volume ne varie pas, alors dV vaut 0. Donc le travail sommé, le travail intégral vaut aussi 0. Par conséquent, la variation d'énergie interne sur cette transformation est égale à QBC, parce que la variation d'énergie interne, d'après le premier principe, c'est W plus Q. Donc si W est égal à 0, il reste delta U est égal à QBC. Et ça, c'est sur la transformation BC. Ici, je le rajoute. Par ailleurs, on sait que pour un gaz parfait, la variation d'énergie interne s'écrit CV fois delta T, où delta T c'est toujours T final moins T initial, donc ici ça donne TC moins TB. Mais finalement, le transfert thermique sur la transformation BC s'exprime donc CV facteur de TC moins TB. De la même manière, avec le même type de raisonnement, on montre que Q sur la transformation dA est égal à CV facteur de TA moins TD. Dans l'énoncé, il est posé la question des signes de ces transferts thermiques. Puisque la transformation BC est isochore, eh bien on va pouvoir utiliser la loi des gaz parfaits dans chacun des états et exprimer le fait que VC est égal à VB et tirer des informations sur les températures. Donc puisque BC est isochore par définition, on a le volume dans l'état C qui est égal au volume dans l'état B, et d'après la loi des gaz parfaits, eh bien on a nRTC sur PC, donc ça c'est égal à VC, qui va être égal à nRTB sur PB. Par conséquent, on en déduit la température en C qui vaut TB fois PC sur PB. Et puisque la pression en C est supérieure à la pression en B, ça on le voit sur le diagramme de Watt, eh bien on en déduit que TC est supérieur à TB et donc que QBC est strictement positif. Autrement dit, sur la transformation BC, eh bien le fluide va recevoir un transfert thermique. Par un raisonnement analogue, on va obtenir que QDA est strictement négatif, c'est-à-dire que sur la transformation DA, eh bien le fluide va céder un transfert thermique à l'extérieur. Dans la deuxième question, il faut exprimer le travail total W mis en jeu par cycle, sur le cycle. Alors vous voyez qu'en fait dans la première question on a déterminé les transferts thermiques et pour faire le lien avec le travail, c'est l'utilisation du premier principe. Donc toujours l'utilisation du premier principe sur un cycle, donc W plus Q est égal à 0, donc ici c'est le travail total sur le cycle et ici c'est le transfert thermique total sur le cycle.
Donc le travail, c'est l'opposé du transfert thermique et ce transfert thermique-là, c'est la somme des transferts thermiques. Donc ça va donner moins QBC plus QDA. Les autres transferts thermiques des autres transformations sont égaux à zéro parce que les autres transformations sont adiabatiques. Par conséquent, on a le travail qui est égal à moins CV, facteur de TC moins TB plus TA moins TD. Question 3. En déduire le rendement du moteur en fonction des transferts thermiques, puis en fonction des températures. Alors dans la première partie de la question, en déduire le rendement du moteur en fonction des transferts thermiques, hem, ça va consister à utiliser la définition du rendement et ensuite en en utilisant les expressions des transferts thermiques qu'on a trouvées dans la question 1, bah, ça va nous permettre d'exprimer le rendement en fonction des températures. Je fais un schéma de principe, on n'est pas obligé de le faire, mais on peut s'appuyer dessus. Mais si vous êtes, plus à l'aise, vous pouvez directement écrire ceci. Donc état, le rendement, c'est toujours ce qui est utile sur ce qui est dépensé, ce qui est utile sur ce qui coûte. Ce qui est utile ici, c'est le travail, donc W, ce qui coûte, c'est apporter de la chaleur, donc c'est en lien avec ce transfert thermique, qui est prélevé de la source, chaude et pour que le rendement soit positif, puisque le travail est négatif, ici on met un moins. Donc le rendement, c'est moins W sur QC. W, on l'a déterminé dans la question 2, donc je le remplace par ce qu'on a trouvé, ça donne tout ceci. Heu et là, ce qu'il nous faut, c'est déterminer le dénominateur, c'est-à-dire le transfert thermique qui est prélevé à la source chaude. On l'a pas directement, heu, par conséquent, il faut qu'on le trouve et ce qui permet d'identifier le transfert thermique, ce qui permet plus précisément d'identifier la transformation sur laquelle s'effectue le transfert thermique avec la source chaude, eh bien, c'est le signe. Nous, on sait que le transfert thermique avec la source chaude, c'est un transfert thermique qui est perçu par le système. Par conséquent, le transfert thermique va être positif avec la source chaude. Pour que QC soit positif, eh bien d'après les expressions des transferts thermiques qu'on a trouvées, bah, il faut forcément que ce soit, QBC parce que c'est le seul transfert thermique qui a un signe qui est positif à partir des des valeurs relatives des températures qu'on a trouvées. Par conséquent, on a cette expression du rendement et donc si on simplifie, donc si on divise par la capacité thermique à volume constant et ensuite si on divise, chacun des termes du numérateur par Tc moins Tb, eh bien ça nous donne cette expression-là, 1 plus Ta moins Td sur Tc moins Tb. Au passage, on voit bien que c'est homogène parce qu'un rendement est adimensionné, donc 1 c'est adimensionné et ici on a un rapport de température, ce qui correspond bien ici à un terme sans dimension. Question 4. Donnez les expressions des températures Tb et Tc en fonction de Ta, Td, A, donc A c'est le facteur de compression, c'est Vmax sur Vmin, et gamma. Alors ici, il faut faire preuve de discernement avant de se lancer dans des calculs. Donc quelque chose de très important en physique, c'est toujours technique plus discernement. Il faut les deux. Et bien souvent, c'est le discernement qui permet de se lancer sur la technique, de se mettre sur les rails de la technique. Alors ici, déjà le fait qu'on ait du gamma et puis un couplage entre les températures et les volumes via le facteur de compression ici A, via le taux de compression A, ça ça nous indique qu'il faudrait que ça fasse tilt, très certainement qu'il va falloir utiliser la loi de Laplace qui va relier la température et le volume. Pour pouvoir utiliser Laplace, on fait très attention, on ne peut utiliser la loi de Laplace que pour les transformations qui vont être adiabatiques et réversibles pour un gaz parfait, mais ça on sait que que le système est assimilé ici à un gaz parfait. Donc très certainement qu'on doit avoir Tb qui va être relié à Ta parce que la transformation AB est adiabatique réversible et pareil la transformation de CAD doit être adiabatique réversible. OK, donc AB ici CD, on voit des allures de type hyperbolique, donc ça
Ça semble être en lien, ça peut être en lien avec, des transformations adiabatiques réversibles. OK, c'est bien ce qu'on avait extrait. Les transformations A, B et C, D sont adiabatiques réversibles. Par conséquent, on va bien pouvoir utiliser la loi de Laplace pour répondre à la question. Ça, on le précise bien, ça c'est fondamental dans la rédaction. Ici, là, adia plus rêve pour un gaz parfait. Donc on peut utiliser la loi de Laplace, TV gamma moins 1 est égal à constante. Donc dire que c'est égal à une constante, ça veut dire que ce que vaut ce produit-là dans l'état A est la même chose que ce qu'il vaut dans l'état B. Donc on l'écrit toujours sous cette forme-là. Enfin, on l'écrit toujours, on l'utilise sous cette forme-là. On isole ce qui nous intéresse, c'est-à-dire la température en A. On trouve ceci. Bien sûr, exactement de la même manière, on peut montrer qu'on a cette relation-là. Et en faisant intervenir eh bien, A qui est égal à Vmax sur Vmin, et d'après le diagramme de Watt, bah, Vmax est égal à Vd, oui, qui est aussi égal à Va, et Vmin, c'est égal à Vc, qui est aussi égal à Vb, parce que les transformations dA et Cb sont isocores. Par conséquent, on a ceci. Alors là, je l'ai détaillé pour que vous appreniez bien à être rigoureux dans la manipulation des exposants. Néanmoins, si vous êtes à l'aise, vous n'êtes pas obligé de décomposer à ce point-là. Comme chaque fois, moi, les points délicats, je les décompose au maximum. Mais si vous êtes plus à l'aise en colle ou bien en évaluation, vous pouvez aller plus vite. Donc TA est égal à TB facteur de 1 sur A. Donc ici, on a VB sur VA qui correspond à 1 sur A puissance gamma moins 1. Là, quand on a ceci, ça serait dommage de ne pas le simplifier. Donc on développe un peu. 1 sur A, c'est A puissance moins 1. Donc ça va faire A puissance moins 1, le tout à la puissance gamma moins 1. Et on sait que A puissance M, le tout à la puissance N, c'est A puissance M fois N. Ça, on l'a déjà vu dans la correction de l'exercice 2, toujours du TD25. Donc ça donne ceci, et on distribue le moins 1, ben ça nous donne A puissance 1 moins gamma. Donc au final, on a TA qui est égal à TB fois A puissance 1 moins gamma, et ça c'est bien homogène. De la même manière, on montre cette relation-là. Question 6, c'est une question ça de compréhension. Pour avoir le meilleur rendement possible, comment choisir A? Et ensuite, on demande de calculer le rendement pour A est égal à 9,0 et gamma est égal à 1,4. Alors, cette question-là, pardon, je me suis enflammé, j'ai pas fait la question 5. OK, montrer que état, le rendement est égal à 1 moins A, puissance 1 moins gamma. Donc ça, c'est une question qui est purement calculatoire, du même type, encore une fois, que celle qu'on avait vue dans l'exercice 2. Je pense que là, vous commencez à avoir des choses qui reviennent d'un exercice, à l'autre. Donc, ce qu'on fait, je pars de l'expression de état qu'on avait trouvée dans la question 3. Je remplace à partir des expressions qu'on avait trouvées dans la question 4, donc ça me donne ceci. Et ensuite, on met en forme et on essaie de simplifier au maximum pour bien trouver la relation qui nous est demandée. Donc, pour passer de cette première ligne à cette deuxième ligne, je mets au numérateur A puissance 1 moins gamma en facteur. Ça me donne ceci. TB moins TC, bien sûr, je remplace par moins facteur de TC moins TB. Et ça va bien me donner la relation qu'on doit trouver. Donc, question 6. Dans la question 6, on nous demande pour quelle valeur de, je vais relire la question. Oui, comment choisir A pour avoir le meilleur rendement possible. Autrement dit, si je dois reformuler la question 6, c'est faire parler cette relation-là. Alors pour ça, eh bien, soit vous le voyez directement, soit vous transformez l'expression du rendement de manière à avoir une forme qui vous permet de faire parler la formule. Donc moi, ce que j'ai fait, gamma, en fait, ici, on a besoin de savoir que d'utiliser, le signe de gamma, enfin de savoir si pas le signe, pardon, la valeur de gamma, et de savoir si gamma est supérieur, ou pas à 1. Alors on a toujours gamma qui est supérieur à 1, quel que soit le type de gaz parfait. Bon, ici, j'ai pris gamma qui est égal à 1,4, comme c'est donné, plus loin dans les valeurs permettant de faire l'application numérique.
Donc ça me donne 1 moins A exposant 1 moins 1,4, soit 1 moins A exposant moins 0,4. Et pour que ce soit un petit peu plus simple à exploiter, je l'ai mis de manière à avoir une puissance positive. Donc ça donne 1 moins 1 moins 1 sur A puissance 0,4. Et ici, on voit que pour que le rendement euh, soit maximal, mais soit maximal, mathématiquement, parce qu'on sait que la valeur maximale, théorique, non pas mathématique, elle n'est pas, égale à 1, et ça c'est un phénomène, enfin pas un phénomène, mais un résultat remarquable qui provient du premier et du deuxième principe. Donc ici, pour que le rendement soit maximal, mais mathématiquement, c'est-à-dire pour que le rendement tende vers 1, il faut que A tende vers plus l'infini. On pourrait en rester ici, là on a bien répondu à la question. Maintenant, là, si on veut développer, à la fois pour comprendre et puis ça pourrait correspondre à une valeur ajoutée à l'oral, ça veut dire que le rendement est d'autant plus important que Vmax sur Vmin qui correspond à tend vers plus l'infini. Autrement dit, il faut que le volume, il faut que la différence, en fait, l'écart entre le volume maximal et le volume minimal soit le plus important possible pour maximiser ce rendement. On passe à l'application numérique, ça nous donne 0,58 qu'on exprime en pourcentage, ça donne 58%, ce qui est un ordre de grandeur plausible pour le rendement d'un moteur. Maintenant, enfin jusqu'à ce stade-là, on a traité des questions liées vraiment aux machines thermiques. À partir de la question 7, ce sont des questions de chimie. Néanmoins, je trouvais ça intéressant de le mettre, toujours dans la même, perspective, pas perspective, pardon, toujours dans le même objectif de vous préparer un maximum de questions possibles. Mais ce sont des questions de chimie. Et bien sûr, je vais quand même le traiter. Donc on utilise comme carburant de l'octane. Donc l'octane, c'est typiquement ça le samplon 98, et comme, comburant, l'air, donc bien sûr 20 d'oxygène, 80 d'azote. On dit qu'on a une automobile qui consomme du 6 litres au 100 à la vitesse de 90 km/h. On nous donne ensuite tout un tas de données, donc masse molaire de l'octane, du dioxyde de carbone, masse volumique de l'octane, voilà, et on nous demande d'écrire l'équation bilan de la réaction de combustion avec le dioxygène. Alors s'il ne nous est rien dit, c'est qu'on fait l'hypothèse, ça sous-entend qu'on va écrire l'équation de la réaction de combustion complète. Donc, une réaction de combustion, c'est une réaction dans laquelle une substance va brûler dans du dioxygène, avec pour produit de la combustion, si la combustion est complète, eh bien du dioxyde de carbone et de l'eau. Donc j'écris les réactifs, l'octane, le dioxygène, et les produits à droite du signe égal, le dioxyde de carbone et l'eau. Ici, pas besoin de mettre, les états physiques. Voilà, c'est pas indispensable. Enfin, c'est pas que c'est pas indispensable, c'est qu'on en a pas besoin. Bon, si on voulait, être, à tout prix rigoureux, ici l'octane il est sous forme liquide, le dioxygène il est sous forme gazeux, et le dioxyde de carbone et l'eau, ils sont aussi sous forme, gazeuse. Voilà. Ensuite, on équilibre la réaction, l'équation bilan, pardon, par ajout de coefficients stoichiométriques. Alors là, pour les équations de combustion, le plus simple, c'est de faire dans l'ordre dans lequel les éléments se présentent, c'est-à-dire on équilibre l'élément carbone, puis l'élément hydrogène, puis l'élément oxygène. Hem, Ici, bon, c'est des évidences. En fait, bon, je préfère le dire dans le doute, c'est bien qu'il y ait pas de doute. Donc, vous savez bien que pour équilibrer une réaction chimique, on n'a pas le droit de modifier, les indices ici. Donc autrement dit, pardon, on ne touche pas à la formule brute, et on peut uniquement modifier par ajout de coefficients stoichiométriques, c'est-à-dire par ajout de nombres placés devant les formules brutes. Donc il y a 8 atomes de carbone du côté des réactifs. Par conséquent, je mets un 8 ici pour avoir 8 atomes de carbone du côté des produits. On a 18 atomes d'hydrogène du côté des réactifs. Par conséquent, puisque les atomes d'hydrogène viennent par 2, on va ajuster le coefficient stoichiométrique 9 ici, parce que 9 molécules d'eau contiennent 18 atomes d'hydrogène. Et enfin, pour les dioxygènes, on commence par les dénombrer à droite du côté des produits. Donc ici, on distribue 8 fois 2,
16, 16 plus 9 fois 1, donc 16 plus 9, 25. Et puisque les atomes d'oxygène viennent par 2, puisqu'ils viennent par molécule de dioxygène, et bien par conséquent, ici on doit placer le coefficient stoichiométrique tel que sa multiplication par 2 va donner 25. Donc on met 25 demi, ce qui est accepté bien sûr. 12,5 molécules de dioxygène, ça n'existe pas, il y a toujours un nombre entier de molécules de dioxygène, mais ce n'est pas grave parce que la seule chose qu'on demande à une équation bilan, c'est de nous donner la stoichiométrie, c'est-à-dire de nous donner les quantités relatives des différentes espèces. Et si jamais ça nous pose un problème, eh bien on peut multiplier toute l'équation par un nombre, donc on pourrait multiplier toute cette équation-là par 2. Ça ne changerait pas l'équation bilan fondamentalement, parce que ça ne changerait pas la stoichiométrie, c'est-à-dire les rapports entre les coefficients stoichiométriques. Question 8. Déterminer dans les conditions normales de température et de pression. Alors en fait, ceci, ça signifie qu'on va pouvoir utiliser cette expression du volume molaire. Le volume d'air nécessaire à la combustion des 6 litres d'octane. Ok. Donc là, la démarche générale, ça va être d'utiliser l'équation bilan. À partir de la stoichiométrie de l'équation bilan, on va pouvoir déterminer, à partir de cette stoichiométrie-là, si on connaît la quantité de matière de C8H18, on va pouvoir déterminer la quantité de matière de dioxygène nécessaire à faire réagir cette quantité de matière de C8H18 qu'on considère. Et une fois qu'on a la quantité de matière de dioxygène, on va pouvoir en déterminer le volume de dioxygène associé via le volume molaire. Et une fois qu'on a le volume de dioxygène, eh bien on est capable d'en déterminer le volume d'air. Euh, En termes de méthode, si vous êtes bloqué par ce type de questions qui sont des, en quelque sorte des mini-résolutions de problèmes, utilisez, repassez par la méthode qu'on a vue lors de quelques exercices qu'on a vus notamment lors du TP détermination de G euh, assorti de son incertitude. Les 4 étapes d'une résolution de problème, c'est appropriation. On essaie de voir les éléments qui sont importants à la résolution du problème. Ensuite, mise en place d'une stratégie. La mise en place de la stratégie, c'est ce que je viens d'énoncer, c'est le plus délicat. C'est ce que j'appelle le discernement, c'est-à-dire essayer de mettre un peu de clarté dans quelque chose qui paraît difficile, un peu confus. Donc, appropriation, élaboration d'une stratégie. On dit aussi que c'est l'étape d'analyse. Et une fois qu'on a élaboré la stratégie, on passe à la technique, c'est-à-dire on fait les calculs. On trouve un résultat et on se pose la question, est-ce que ça paraît plausible? Donc toujours appropriation, analyse, réalisation et regard critique. Et en fait, ces 4 questions, dans une moindre mesure, vous les mettez toujours en place pour n'importe quelle question de physique. Ok, on y va. Donc, exécution, maintenant on passe à la technique. Donc d'après l'équation de combustion, bah, vous voyez que la quantité de matière dioxygène qui va être consommée, c'est 25 demi fois la quantité de matière de C8H18. Parce que s'il y a une molécule qui réagit, elle va faire réagir 25 demi, donc 12,5 molécules, 12,5 entre guillemets molécules de dioxygène. Donc on a cette stoichiométrie-là. Et ensuite, bon, il y a plusieurs manières ensuite de le décomposer. Donc ce que j'ai fait, donc j'ai dit que le volume de dioxygène, c'était la quantité de matière dioxygène fois le volume molaire. Et ensuite, j'ai dit que le volume de dioxygène, puisque le volume de dioxygène, c'est 20% du volume d'air, eh bien le volume d'air, c'est 100 divisé par 20 du volume de dioxygène. Et ensuite, on couple tout ceci. Donc, VR, c'est 100 divisé par 20 fois NO2 fois VM. Ici, on reconnaît le volume de dioxygène. Et ensuite, le volume de dioxygène, je dis que c'est NO2 fois VM. Et ceci, 25 demi de NC8H18, c'est NO2. Ok. Et ensuite, donc la quantité de matière de C8H18, c'est petit m sur grand M. Et le petit m, la masse d'octane, bah, c'est le produit de la masse volumique fois le volume. Donc on trouve cette expression littérale-là, après avoir simplifié ici le facteur numérique. Attention aux unités, c'est pas compliqué, mais on fait attention. Alors ici, on n'est pas obligé de tout mettre dans l'unité, on n'est pas obligé de mettre
chacune des grandeurs, de convertir chacune des grandeurs dans l'unité du système international. Si on a le moindre doute, on peut le faire. Mais ici, il faut que en fait, le critère, c'est il faut qu'il y ait la même unité de masse qui soit employée ici pour la masse molaire et pour la masse volumique, et ensuite partout la même unité de volume qui soit employée pour la masse volumique, le volume et le volume molaire. Et bien sûr, c'est cette unité de volume qui sera utilisée qui va nous donner l'unité ici du résultat. Bien sûr, vous le vérifiez, kilogramme par litre, litre par mol, kilogramme par mol, ça donne bien des litres. On fait l'application, numérique. Alors est-ce qu'il y a quelque chose ici qui pourrait être délicat? Donc ça, convertir en kilogrammes par mol, ça maintenant vous êtes, aguerris. Ici, ça je le répète, donc ça voyez-le physiquement, on pourrait le poser, la conversion. Le mieux c'est de comprendre, puisqu'on nous dit que la masse volumique de l'octane c'est 700 kilogrammes par mètre cube. Ça veut dire que 1 mètre cube d'octane, ça pèse 700 kilos. Par conséquent, 1 litre, puisque c'est 1000 fois plus petit que 1 mètre cube, bah, la masse associée, elle sera 1000 fois plus faible, et divisé par 1000, c'est multiplié par 10 puissance moins 3. Donc ça nous donne ceci. On fait l'application numérique et ça nous donne un volume de 5,2 fois 10 puissance 4 litres, soit 52 mètres cubes. Ce qui n'est pas évident, voilà, c'est pas évident de porter un regard critique, là-dessus. Bon, c'est le bon résultat. Si vraiment vous voulez porter un regard critique et que vous avez un petit peu de temps, ou qu'à un oral on vous pose la question: «Comment porter un regard critique?», ne dites pas: «Je ne sais pas». D'ailleurs, au passage, quelque chose de très intéressant en fait, c'est évident, mais ça a été dit avec, beaucoup de clarté, donc je vous le dis. Je suis allé, c'était quand? Vendredi soir dernier, au lycée militaire, il y avait une conférence sur, le de l'école de l'air, et les étudiants qui étaient présents, enfin les étudiants, il y avait, un sous-lieutenant et un aspirant, si je me trompe pas, parce que je suis pas hyper calé sur tout ceci, mais voilà, il me semble que ce que je dis est exact, qui donnaient des astuces pour réussir au mieux, le rôle de l'école de l'air. Bien, et une chose qu'ils ont dite qui est en fait évidente une fois que c'est dit, mais je trouve ça, très bien de l'avoir dit, et moi je trouve que je vous l'ai pas dit, bien, avec autant de clarté, c'est la chose suivante: lorsqu'on vous pose une question et que vous n'avez pas la réponse, ne dites pas directement: «Je ne sais pas», mais cherchez toujours à répondre avec une connaissance connexe. C'est-à-dire que vous pouvez dire: «A priori, je ne sais pas, mais cela me fait penser à quelque chose». OK? Bon, on va le mettre en application ici. Imaginez qu'à l'oral, on vous pose la question, voilà, vous trouvez ce volume d'air qui vaut 52 mètres cubes. Est-ce que ça vous paraît cohérent? Donc plutôt que de dire: «Je ne sais pas», vous pouvez dire: «Eh bien, je n'ai pas d'ordre de grandeur de volume d'air typiquement qui vont être, consommés lors d'une combustion, lors de la combustion d'une certaine quantité de matière de carburant. Néanmoins, eh bien, ici, on pourrait s'assurer qu'ici, on a sensiblement pas fait d'erreur en commençant par calculer ceci, cette quantité de matière-là. Donc on va t commencer par trouver un certain nombre de mols qui vont être consommés, heu et ensuite, bah, par exemple, ce nombre de mols-là, on pourrait déterminer le volume associé par le volume molaire. Alors ça ne nous assure pas que dans la suite, on n'a pas fait quelques petites erreurs. Néanmoins, si dès cette première ligne, on trouve un volume qui est, qui est bien du même ordre de grandeur que ceci, bah, vraisemblablement, ici, il y a de fortes chances que ce volume-là ait le bon ordre de grandeur, puisqu'on compare avec quelque chose qui a sensiblement la même puissance de 10. Voilà, bah, par exemple, moi, c'est ce que j'ai fait. C'est ce que j'ai fait, et après moi, bien sûr, pour m'en assurer, j'ai fait une deuxième fois ce calcul pour être sûr qu'il y avait pas d'erreur. Voilà. 9e question, dans les mêmes conditions, en déduire le volume de CO2 produit. Alors pourquoi ceci est important? Eh bien parce que le CO2 est un gaz à effet de serre, et donc il est important d'être en mesure de déterminer l'empreinte carbone des véhicules, et l'empreinte carbone des véhicules, c'est notamment
la masse de CO2 qui va être produite par kilomètre, par kilomètre, par kilomètre parcouru. Alors, un ordre de grandeur qui serait bon, que vous connaissiez, c'est de l'ordre de la centaine de grammes. Et alors je sais plus si maintenant c'est le cas, mais il y avait des bonus, écologiques pour les voitures à moteur thermique qui émettaient moins de, je crois que c'était moins de 120 grammes de CO2 par kilomètre. Donc retenez cet ordre de grandeur de grammes de CO2, produit par kilomètre parcouru qui est de l'ordre de, ça dépend bien sûr de la consommation, ça dépend de la vitesse, mais c'est de l'ordre de la centaine de kilogrammes par kilomètre parcouru. OK, donc en déduire le volume de CO2 produit. Donc là, l'étape, la démarche que l'on va suivre, c'est, heu on repasse toujours en chimie par les quantités de matière. La grandeur centrale, c'est les quantités de matière. Donc on commence par déterminer la quantité de matière de CO2 et une fois qu'on a la quantité de matière de CO2, ben, on multiplie par la masse molaire du CO2 pour avoir, la masse de CO2. Donc m de CO2, c'est n de CO2 fois grand M de CO2. D'après la stoichiométrie de l'équation de combustion, ben, on voit ici que puisque, la combustion d'une molécule d'octane va libérer 8 molécules de CO2, eh bien si ma phrase là, si ce que je dis en quelque sorte je multiplie par Na, par le nombre d'Avogadro, eh bien j'ai le nombre de moles de CO2 produites qui va être égal à 8 fois le nombre de moles d'octane qui est consommé. Alors ça parfois, ça vous surprend un peu parce qu'il y a une sorte de il y a une sorte ici de biais cognitif de se dire que puisque dans l'équation de combustion le 8 est devant le CO2, il va se retrouver ici devant le 8N de CO2. Mais, mieux faire attention, c'est pas le cas parce qu'une équation chimique n'est pas une équation mathématique. OK, donc on trouve ceci, et voilà. On fait l'application numérique. Ici, attention aux unités. Voilà, donc qu'est-ce que j'ai fait ici? J'ai dû prendre des kilogrammes, pareil, kilogrammes par litre, litre, et ici on peut laisser des grammes par mol, et par conséquent, ça nous donnera, heu, non, OK, je l'ai mis ici, excusez-moi. La seule chose à laquelle il faut faire attention, OK, ici, le volume, je l'ai converti en litres, enfin je l'ai laissé en litres et par conséquent, puisque le volume est en litres, la masse volumique ici doit être convertie en, grammes par litre. OK, et les masses molaires, on peut le laisser en grammes. Ici, j'aurais dû le rajouter. Donc je le redis, masse molaire, grammes, ici volume litre, et ici cette masse volumique, grammes par litre, et ça va donner une masse en grammes. Alors ici directement, en fait, le volume d'octane que j'ai pris, j'ai gardé la même notation, mais ici, puisque c'est pour 1 kilomètre, et nous on sait que 6 litres sont consommés pour 100 kilomètres, donc pour 1 kilomètre, on divise par 100 ce volume, et ça donne 6,0 divisé par 100, soit 6,0 fois 10 puissance moins 2 litres. On fait l'application numérique et la masse de CO2, ça va donner ceci. Alors 700 kg par mètre cube, ça revient à 700 grammes par litre. Par conséquent, ça nous donne 130 grammes. Donc le véhicule avec cette consommation-là produit, libère par kilomètre parcouru 130 grammes de CO2. Donc l'ordre de grandeur est cohérent. Voilà, en lien avec ce que j'avais dit, mais ça nécessite pour porter ce corps critique d'avoir, cette connaissance-là. Comme toujours, plus vous avez de connaissances, plus vous faites des liens et donc plus vous êtes en mesure de porter un regard critique sur vos résultats. OK, donc cet exercice très important, particulièrement jusqu'à la question 6 incluse. Dans l'exercice 4, je ne vais pas tout corriger parce qu'il est long, il est notamment, répétitif, ce qui le rend aussi intéressant. Alors, pas en termes de découverte, mais en termes de consolidation des compétences. C'est important, vous, que comme un sportif, que vous répétiez. Comme un sportif ou un musicien, il faut répéter pour consolider, pour bien ancrer les mécanismes, les savoir-faire et pour développer également la vitesse, ce qui est important dans la réussite d'une épreuve de concours, particulièrement à l'écrit. Alors, comment est-ce qu'on va l'aborder? Ce que je vais faire, heu, on va corriger, je vais commenter les questions 1, 2, donc j'ai dit 1, 2, 5, 6 et 14.
Je vais faire le début, parce que c'est au début qu'il y a la compréhension qui est important, il y a le discernement comme je dis qui est important et ensuite je vais corriger les questions qui introduisent principalement des savoir-faire, qui sont, classiques et puis, éventuellement des points délicats. Allez, on va faire ça. Donc ça, j'en ai plus besoin. Ouh là, Donc exercice 4. On nous dit qu'on a une quantité de matière de 40 millimoles, gaz parfait, monoatomique, donc d'hélium, dont le rapport des capacités thermiques à pression et volume constant vaut 1,66 pardon, donc ce qui est important ici c'est ceci. Gaz parfait, fondamental. Système subi de cycle composé de transformation quasi-statique, ça peut nous être utile. Ensuite, ben là, tout est important. Là vraiment, là c'est la description par écrit du cycle, tout est important. Et quand vous voyez ceci, vous savez que au moins au brouillon, mais vous pouvez le faire sur votre feuille, c'est vraiment pas sur votre feuille de composition, c'est vraiment pas dérangeant. Moi, le conseil que je vous donne, c'est de d'amener de la clarté en sollicitant, votre intelligence visuelle, c'est-à-dire simplement faire un schéma. Vous faites un petit schéma et ça permet vraiment de clarifier les choses. Et quelques valeurs numériques ici très importantes. Bon et bien sûr, la constante des gaz parfaits. OK, donc avant de commencer à se lancer dans des questions, moi, ce que je fais, donc vous, ce que vous devez faire, c'est ceci. Moi, je fais un schéma rapide, OK, A, B, C, D. Je mets toutes les informations et déjà, je fais parler l'énoncé. Donc avant de me lancer dans des calculs, je me dis que ici TB va être égal à TA. Heu, alors en fait, c'est ce que je me dis et comme je vois que dès la première question, c'est ce qu'on demande, ben, je rentabilise le temps et le jour d'un concours, mince, le jour d'un concours, je commencerai directement à écrire. Donc en fait, je rentabilise directement ma phase d'appropriation, ma phase d'entrée dans le problème en commençant à rédiger. C'est comme ça qu'on peut gagner quelques minutes. Oui, ici, première question, déterminer les caractéristiques des états A, B, C, D. Ok, donc on utilise le vocabulaire. On se lance pas dans les calculs pour commencer. On utilise le vocabulaire, on fait parler l'énoncé. AB est isotherme, donc TA est égal à TB. Et TA est égal à TB, puisque au cours de la transformation A-B, le gaz est au contact de la source froide. Alors, puisque la transformation est quasi statique, eh bien, dans les états A et B, la température du système correspond à la température du thermostat. Bon, c'est assez intuitif. Si on veut vraiment le prouver le plus rigoureusement possible, il faut dire que euh, on a une transformation qui est quasi statique. D'ailleurs, si ça ne nous était pas dit, le fait que cette transformation soit isotherme implique qu'elle est quasi statique. Quasi statique, ça signifie succession d'états d'équilibre entre le système et l'extérieur. Si on a un état d'équilibre, ben on a notamment un équilibre thermique. Et si on a un équilibre thermique, alors ça veut dire que la température du système est, à chaque instant, égale à la température extérieure, c'est-à-dire la température de la source froide. Par conséquent, les températures en A et B sont égales à la température de la source froide, soit 330 Kelvin. Ensuite, la transformation BC étant isochore, on a VC qui est égal à VB, soit VA sur 4, d'après l'énoncé. Bon, j'ai directement fait ici l'application numérique, ça me donne 0,25 litres. CD étant isotherme et étant quasi statique, on a même raisonnement que ici pour AB, TC qui est égal à TD, qui est égal à cette fois-ci à la température de la source chaude, c'est-à-dire 930 Kelvin. Et puisque DA est isocore, alors on a VA qui est égal à VD qui vaut 1 litre. Par conséquent, on peut remplir ici le tableau suivant. Vous voyez qu'on a tous les volumes et toutes les températures. Il nous reste à déterminer la pression. Bah, ici, c'est très simple, puisque dans chaque état, on a une seule inconnue. Bah, quand on a une seule inconnue dans un état, on peut utiliser pardon, la loi des gaz parfaits. Il n'y a pas de difficulté particulière. Bien sûr, on utilise ces unités-là. Et en faisant les applications numériques, bah, moi j'ai converti en barres, on trouve ces valeurs-là. Bon, là je rentre pas dans les détails. Maintenant, vous pouvez porter un regard critique à chaque fois sur ces valeurs de pression. Par exemple,
celle que je pourrais faire ici puisqu'on a une compression de PA à PB. Bon, compression, ça veut au moins dire que le volume en B, il est plus petit que le volume en A. C'est bien ce qu'on a et a priori, ce qu'on a en aussi lors d'une compression, c'est que la pression en B va être, supérieure à la pression en A et ici, c'est bien ce qu'on a. Donc à chaque fois, on peut porter des regards critiques sur, un regard critique sur toutes ces valeurs. Bon là, je le dis pas, OK, je mets pas l'accent sur ça, mais on peut le faire, bien sûr. Ensuite, question je vais faire aussi la question, la question du début. Représenter l'allure du cycle en coordonnées de watts, on aurait aussi pu dire dans un diagramme de Clapeyron, en justifiant la réponse. Bon, la justification de la réponse, ça c'est pas, bon en fait, on utilise les éléments, du tableau. OK, on a ceci. Si on veut détailler un peu, oui, on peut préciser l'allure ici, pour les transformations CD et BA. Ça, c'est ce qu'on avait vu dans le cours du chapitre, 24, je crois, sur le deuxième principe. On avait caractérisé dans un diagramme de Clapeyron l'allure des ce qu'on avait dit des isothermes et des adiabatiques. On avait dit que pour une adiabatique, on avait une pente qui était plus négative que pour une courbe isotherme. Bon, ici, on n'a pas d'adiabatique, néanmoins, on a une isotherme et pour une isotherme, on va avoir, des arcs d'hyperbole. On va avoir une allure hyperbolique, heu, où est-ce que je l'ai mis? Voilà, ici. CD et AB étant isothermes, on a P qui est égal à nRT sur V. Alors la température n'étant pas la même ici pour la transformation CD que pour la transformation BA, la constante ne va pas être la même, donc l'allure ne va pas être la même. Heu, néanmoins, dans les 2 cas, les courbes associées pardon, vont être des arcs d'hyperbole. Donc ici, attention à ne pas relier les points C et D, les points B et A par des segments, par des droites. Voilà, j'ai pas de remarques particulières. Quelque chose qui doit, venir, directement quand vous représentez ceci comme point de validation, comme point de vigilance, c'est que puisqu'on s'intéresse à un moteur, c'est dit dans l'énoncé, oui, c'est le moteur de Stirling. Par conséquent, le cycle, vous savez que le cycle doit être parcouru dans le sens des aiguilles d'une montre, ce qui est bien ici le cas. Alors en fait, ça vous était aussi demandé à la question 3. Donc le cycle moteur et l'argument, c'est parce que parcouru dans le sens des aiguilles d'une montre. OK, je vais passer maintenant directement aux questions 5 et 6 dans lesquelles on nous demande de déterminer des travaux et des transferts thermiques. Et dans les questions 5 et 6, on fait appel à 2 méthodes différentes. Question 5. Exprimer le travail WAB, le transfert thermique QAB, reçu par le fluide au cours de la transformation AB. OK, commenter le signe. Alors, on va utiliser le fait que la transformation AB, elle est, heu, isotherme. Oui, c'est ça. Puisque la transformation AB est isotherme, eh bien ça va nous permettre de déterminer l'expression du travail. Ça, c'est une méthode qu'on avait, déjà vue dans le cours sur le premier principe, alors qui est délicat parce qu'en plusieurs étapes, je pars de la définition du travail, qui est égal à moins PXdV. Alors ça, je l'ai pas noté, mais, on part du premier volume et jusqu'au dernier volume. Donc on pourrait mettre ici de VA à VB sur l'intégrale. Heu, puisque la transformation AB est quasi statique, alors il y a équilibre du système avec l'extérieur et donc il y a notamment un équilibre mécanique. Puisqu'il y a un équilibre mécanique, alors Px est égal à P. Par conséquent, ici, j'ai P, et ensuite, bah, puisqu'on a un gaz parfait, P je le remplace par nRT sur V et puisque la transformation est isotherme, bah, cette température est constante et ça correspond à la température de la source froide pour la transformation AB qui est notée TF. Donc ça nous donne ceci. Heu, OK, bon ici puisque, VB est plus petit que VA, donc ln de VB et VA est négatif et par conséquent le travail va être positif, donc le système va recevoir du travail cohérent avec une compression. Pour déterminer le transfert thermique, eh bien là on va utiliser le premier principe plus la première loi de Joule. D'après le premier principe, on a ceci pour la transformation AB. Donc vous voyez que sur les machines thermiques, on n'utilise pas
toujours le premier principe sur un cycle. En fait, on va l'utiliser pour un cycle pour avoir le travail total ou pour avoir la somme des transferts thermiques comme on avait fait dans le cours. Et à un moment donné, forcément, on utilise, le premier principe et le deuxième principe sur un cycle pour le rendement ou pour maximiser le rendement. Après, pour déterminer des paramètres liés aux transformations, pour déterminer des paramètres d'état, pour déterminer des paramètres liés aux aux états d'équilibre, là, on va utiliser le premier principe sur une transformation donnée. Donc on utilise le premier principe pour la transformation AB, et puisque cette transformation AB est isotherme, alors la variation d'énergie interne vaut zéro. L'énergie interne est la même dans l'état A que dans l'état B. Et ça, pour le justifier, soit la première loi de Joule, soit directement l'expression de la variation d'énergie interne pour un gaz parfait. Par conséquent, le transfert thermique est l'opposé du travail sur la transformation AB, ce qui nous donne ceci. Euh, ok, bon oui, une remarque, QAB est négatif en accord avec une transformation qui se fait en contact avec la source froide. Et nous, on sait qu'un moteur va céder du travail, va perdre de la chaleur, pardon, pas du travail, va céder un transfert thermique à la source froide. Ok, question 6, c'est une autre manière de déterminer. C'est une autre manière parce que les circonstances vont être différentes. Donc il faut déterminer le travail et le transfert thermique sur la transformation BC. Puisque BC est isocore, ça pareil, il faut que ça devienne un réflexe. Puisque cette transformation est isocore, alors il n'y a pas de variation de volume, donc s'il n'y a pas de variation de volume, il ne peut pas y avoir de travail mécanique qui va être échangé entre le système et l'extérieur. Donc WBC est égal à 0. Puisque WBC est égal à 0, et bien par conséquent le premier principe se réduit au transfert thermique échangé par le système et l'extérieur au cours de cette transformation BC. Pour un gaz parfait, et pas que pour un gaz parfait pour une transformation isocore, ça c'est vrai pour toute transformation isocore, on a la variation d'énergie interne qui est égale à CV facteur de TC moins TB. Par conséquent, QBC est égal à CV facteur de TC moins TB. On peut l'exprimer en fonction de n et gamma à partir de la réponse donnée à la question 4, c'est-à-dire couplage relation de Meyer plus gamma est égal à CP sur CV, et on trouve ceci, QBC est égal à NR sur gamma moins 1, facteur de TC moins TF. Comme la température de la source chaude, bien sûr, est supérieure à la température de la source froide et que gamma est supérieur à 1, eh bien, on a QBC qui est strictement positif. Ça veut dire que le fluide va recevoir un transfert thermique au cours de la transformation BC. Et ça, c'est cohérent parce qu'on dit que sur cette transformation, on est en contact avec la source chaude, donc on sait qu'un moteur il va prélever du transfert thermique à la source chaude. On sait de plus, d'après l'énoncé, que on dit que la transformation BC correspond à un échauffement, donc qui dit échauffement dit gain de transfert thermique a priori. Ok, et enfin, je vais passer à la question 14, les autres me semblant plus simples ou du moins compréhensibles avec le corrigé. Donc question 14. Voilà, on demande de définir et d'exprimer le rendement en fonction de TC moins TF. Alors attention, ici, quand on demande d'exprimer le rendement, c'est pas le rendement de Carnot a priori, sauf si vraiment on n'a aucun élément, et dans ce cas, on en déduit que c'est le rendement de Carnot. Mais ici, c'est le rendement en lien avec le cycle qui nous est fourni. Et d'ailleurs, vous voyez à la question 15, on nous demande d'établir le rendement de Carnot, ce qui sous-entend que le rendement qu'on doit trouver à la question de 14 est différent du rendement de Carnot. Donc pour déterminer le rendement, directement, le rendement c'est moins le travail, je sais plus où je suis. Euh, donc directement c'est moins le travail, donc bien sûr le travail total sur le cycle, sur le transfert thermique échangé avec la source chaude. Vous pouvez faire le schéma de principe, mais vous n'êtes pas obligé. Si vous êtes à l'aise directement, vous pouvez mettre ça. Alors ici, ce qui était, je trouve, intéressant, c'est que le transfert thermique, on ne le trouve pas que sur une transformation, mais on va aller le chercher sur toutes les transformations au cours desquelles on va avoir un transfert thermique qui va être prélevé à la source chaude. Comment est-ce qu'on l'identifie? Eh bien,
soit à partir de l'énoncé, ce qui nous est dit dans l'énoncé, soit à partir du signe des transferts thermiques. Et nous, ce qu'on va prendre ici, c'est QBC et QCD, parce que ces 2 transferts thermiques, ont un signe, qui est positif, comme on l'a vu ou comme on peut le voir dans les expressions qu'on a trouvées pour ces transferts thermiques-là. De plus, on nous dit bien que sur ces trans au cours de ces transformations-là, on a un contact avec la source chaude, donc le fluide va bien prélever un transfert thermique à la source chaude. Une fois qu'on a dit ceci, après c'est du calcul. Ça, c'est l'étape, de compréhension et ensuite on passe en mode, mathématique. On développe, on trouve ceci, au passage, c'est bien, homogène parce que c'est bien, on a bien ce terme-là qui est adimensionné. On fait l'application numérique, on trouve 37,8, ce qui est bien, cohérent avec ce qui est bien l'ordre de grandeur d'un moteur. Et après la dernière question, c'est la détermination, la redétermination du rendement de Carnot. Je vous rappelle que cette expression, vous devez la connaître par cœur et vous devez être capable notamment de la démontrer comme c'est demandé, vous voyez, dans cet extrait de concours. Voilà, j'espère que c'est clair, j'espère que vous voyez qu'il faut mettre l'accent sur la compréhension, le discernement, le regard critique, pour comme d'habitude en physique, coupler la technique et la compréhension et le regard critique. Voilà, si néanmoins des doutes persistent, surtout ne restez pas avec le moindre doute. Si vous avez un doute, il faut le lever et donc vous m'envoyez une question par mail ou sinon vous notez la question et vous me la poserez jeudi. Je vous souhaite une très bonne journée et je vous dis à jeudi ou sinon par mail. Voilà. Au revoir.